Je vais parler donc de géo-ingénierie du climat et je pose la question ici de savoir est-ce que c'est une solution possible au réchauffement climatique ou alors, au contraire, est-ce que c'est une fuite en avant complète. Donc je rappelle un petit peu le contexte. Il y a un réchauffement climatique qui est avéré, qui est dû à l'homme, qui est dû essentiellement aux émissions de gaz à effet de serre et qui se matérialise sur l'ensemble des continents, puisqu'on voit ici une augmentation de la température de l'ordre de 1 degré sur l'ensemble des continents depuis la période pré-industrielle. Alors ça ne veut pas dire pour autant que le futur est écrit d'avance. On anticipe une continuation, une poursuite du réchauffement, mais dans des proportions qui peuvent être très variables. Et on a représenté ici deux scénarios très différents. Donc un premier scénario qui repose essentiellement sur une utilisation très intensive des énergies fossiles et qui conduirait en 2100 à un réchauffement de l'ordre de 4 degrés Celsius, voire un peu plus. Et puis un autre scénario beaucoup plus ambitieux en termes de réduction d'émissions et qui aboutirait en 2100 à une température qui resterait peut-être sous le 2 degrés d'augmentation, ce qui est, je le rappelle, l'objectif poursuivi par la Convention cadre des Nations Unies, comme ça a été défini à Copenhague. Alors ce réchauffement climatique, il sera accompagné, il est déjà accompagné, et il sera accompagné d'un certain nombre d'impacts qui vont affecter les écosystèmes et les sociétés humaines, comme des vagues de chaleur, des précipitations extrêmes et donc éventuellement des inondations, des impacts sur les écosystèmes terrestres, des feux de forêt, des choses comme ça, et des impacts sur les écosystèmes marins, en particulier avec l'acidification des océans. Donc il y a deux réponses qui sont traditionnellement apportées ou combinées pour répondre au réchauffement climatique. Tout d'abord, l'atténuation, ce qu'on appelle l'atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre par différents moyens, et puis l'adaptation, donc s'adapter aux impacts de la meilleure manière possible. Et puis, au cas où ces deux solutions ne seraient pas suffisantes, il y a une troisième réponse qui a été proposée par certaines personnes qui s'appelle la géo-ingénierie du climat ou ingénierie climatique planétaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je donne une définition ici, chaque mot est important, donc je la lis. L'ingénierie climatique planétaire, ça désigne l'ensemble des techniques de manipulation délibérée et à grande échelle de l'environnement ou du climat, si vous préférez, dont le but est de contrecarrer le changement climatique et ses impacts. Alors, on distingue traditionnellement deux grandes catégories de techniques. D'un côté, les techniques de gestion du rayonnement solaire, qui visent à réfléchir une plus grande partie du rayonnement solaire incident sur la planète, et donc à refroidir la planète de manière artificielle. Et puis une deuxième catégorie de techniques qui vise à aller chercher le dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère et aller le stocker dans des réservoirs plus ou moins stables. Et le CO2, je le rappelle, est le principal gaz à effet de serre anthropique. Alors, dans chacune de ces catégories, il y a tout un tas de techniques sur lesquelles je vais revenir. Ces techniques de captage du CO2 atmosphérique, ici sur la droite, pour certaines, elles sont déjà mises en œuvre. Quand on parle de reforestation, quand on plante des arbres, finalement, on va aller chercher du CO2 dans l'atmosphère et avec la photosynthèse, on va essayer de le stocker dans la végétation et dans les sols. Et puis pour d'autres techniques mentionnées ici, il existe des prototypes ou il existe des expériences qui ont été faites à petite échelle. Par contre, pour tout ce qui est technique de gestion du rayonnement solaire, aller réfléchir le rayonnement solaire, là, on parle de choses qui n'existent que sur le papier, qui ne sont pas mises en œuvre, mais ça n'empêche qu'on peut les étudier, on peut les appréhender d'un certain nombre de manières. Tout d'abord par la simulation numérique, on dispose de modèles de climat avec lesquels on peut simuler l'impact de ces techniques de gestion du rayonnement solaire. On dispose d'analogues naturels, je vais en parler, et puis aussi d'analogues qui ne sont pas naturels, mais qui sont des pollutions anthropiques qui existent déjà et qui modifient notre environnement. Alors, l'ingénierie climatique, ça peut paraître quelque chose de lointain, mais en fait, c'est déjà inclus de manière explicite ou implicite dans les scénarios socio-économiques qu'on utilise pour faire des projections climatiques. Si on pense à ce scénario ici, donc là, cette fois-ci, j'ai reporté les scénarios climatiques, mais dans une autre métrique qui est le forçage radiatif, qui indique l'intensité de l'effet de serre additionnel dû aux activités humaines, si vous voulez. Et donc, dans ce scénario ici, où le forçage radiatif augmente et puis ensuite diminue, eh bien, on a déjà des techniques de captage du CO2 atmosphérique qui sont inclus essentiellement à partir de la biomasse. À l'inverse, si on pense à un scénario extrême où avec un fort réchauffement, un fort forçage radiatif et un fort réchauffement, eh bien là, le besoin d'adaptation va être très fort. Et si
on n'arrive pas à s'adapter, j'imagine que la tentation de développer, d'utiliser ces techniques de gestion du rayonnement solaire va être grande. Alors, justement, ces techniques, quelles sont-elles? En ce qui concerne le rayonnement solaire, la gestion du rayonnement solaire, on a tout d'abord les gens qui ont évoqué la possibilité de mettre des miroirs dans l'espace pour faire un petit peu d'ombre à la planète. Alors là, c'est de la science-fiction, on peut relativement facilement éliminer ce genre de solution. Par contre, il y a des solutions qui sont plus crédibles, dont une qui consisterait à injecter des particules dans la stratosphère, dans la partie haute de l'atmosphère, et ces particules viennent réfléchir une partie du rayonnement solaire et donc refroidir la planète. Une autre méthode consisterait à pulvériser de l'eau de mer au-dessus des océans. L'eau de mer s'évapore, mais il reste des petits noyaux, des petites particules de sel marin qui vont venir modifier la microphysique de ces nuages et donc leur pouvoir réfléchissant. Et donc là aussi, ça peut induire un refroidissement. Ensuite, il y a d'autres techniques qui visent à modifier le pouvoir réfléchissant des surfaces, mais je ne vais pas avoir le temps d'en parler ici. Donc, premier exemple, l'injection de particules ou alors de dioxyde de soufre dans la stratosphère. Alors, il suffit de le faire à l'équateur et d'injecter cela dans la basse stratosphère tropicale, puisqu'ensuite, la circulation atmosphérique dans la stratosphère va venir uniformiser les distributions et aller refroidir l'ensemble de la planète. Alors, les éruptions volcaniques nous fournissent un analogue naturel, assez naturel, puisqu'on a par exemple l'éruption du Pinatubo en 1991 qui a injecté 20 mégatonnes de dioxyde de soufre dans l'atmosphère et qui a causé un refroidissement de 1 degré pendant à peu près un an. Donc il suffirait, si on garde cet ordre de grandeur, d'injecter 20 mégatonnes de SO2 par an pour maintenir un refroidissement de 1 degré Celsius. Mais l'injection doit être continue, bien sûr, puisque ces particules n'ont qu'une durée de vie limitée dans la stratosphère. Ensuite, elles ont un certain nombre d'inconvénients. En premier lieu, elles peuvent induire une destruction de l'ozone stratosphérique. Or, vous savez que l'ozone stratosphérique, c'est ce qui nous protège des rayonnements ultraviolets à la surface, donc c'est un petit peu gênant. Et il y a d'autres effets collatéraux sur lesquels je vais revenir. La deuxième méthode donc, consisterait à pulvériser de l'eau de mer au-dessus des océans. Donc là, on augmente les concentrations de particules dans la couche limite marine et on modifie la structure des nuages et on espère les rendre plus réfléchissants. On a là aussi un analogue qui est la pollution atmosphérique ambiante, puisqu'on émet des quantités énormes de particules dans l'atmosphère. Mais ça nous montre aussi la difficulté qu'on a à comprendre ce phénomène, puisqu'après 20 années de recherche sur justement l'effet de cette pollution sur les nuages, on n'est toujours pas très sûr de combien ça pourrait refroidir la planète. Et il y a même des cas où on pourrait avoir l'effet inverse de celui recherché. Donc c'est quelque chose, je dirais, qui, du point de vue climatique, est beaucoup moins certain que l'exemple précédent. Et de plus, les aspects technologiques paraissent un petit peu plus difficiles à maîtriser. Donc je vais en rester là pour cette étude, mais je vais revenir sur les effets collatéraux. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut effectivement refroidir la planète? Donc là, je montre à gauche une expérience avec un modèle numérique où on a augmenté l'effet de serre, on voit donc un réchauffement très important. Et puis à droite, on a compensé cet effet de serre par de l'ingénierie du climat. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on peut refroidir à l'échelle de la planète, mais d'une manière qui n'est pas uniforme. C'est-à-dire qu'il y a un réchauffement résiduel aux hautes latitudes, et puis à l'inverse, il y a un refroidissement dans les tropiques, ici. Donc, on peut compenser, mais pas de manière exacte en termes de température. Et en termes de précipitation, c'est encore pire, puisque là, je montre les modifications de précipitation dues à l'effet de serre avec des augmentations et des diminutions, augmentation à l'équateur, augmentation aux moyennes et hautes latitudes, avec une combinaison d'effets de serre additionnels et d'ingénierie du climat, eh bien, on a une diminution des précipitations qui est assez importante sur un certain nombre de régions, comme l'Amazonie, mais aussi l'Amérique du Nord, l'Europe, pendant la saison d'été. Donc on a un certain nombre de problèmes. Et puis, sans doute, le problème le plus important, c'est que cet effet de refroidissement, il n'est que temporaire. Donc, il faut poursuivre ad vitam aeternam l'injection d'aérosols dans la stratosphère ou l'injection de sel marin dans la couche limite, si on n'a pas profité de ce temps-là pour réduire les émissions. Donc, dans l'hypothèse où le forçage, le réchauffement aurait continué sans l'ingénierie climatique, et bien, au moment où on s'arrête, eh bien, on a un rattrapage climatique très fort en l'espace de 10-20 ans, de l'ordre, vous voyez ici, de 2 degrés, et donc ça implique un effort d'adaptation qui serait énorme. Donc on aurait quelque chose qui serait sans doute pire que le mal. Alors, en ce qui concerne
les techniques de captage du CO2 atmosphérique, là aussi, elles sont très, très variables. Elles vont de choses qui peuvent paraître un peu bénignes, comme la reforestation, donc le stockage de carbone dans les arbres et dans les sols, l'utilisation de la biomasse à plus grande échelle, donc ce qu'on peut envisager, brûler la biomasse, aller rechercher le CO2 lors de la combustion et de stocker ce CO2 sous forme liquéfiée, par exemple, dans les réservoirs géologiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisagé déjà, ou soit à l'aide de biomasse continentale, soit à l'aide de microalgues. Il y a aussi la possibilité de faire réagir le dioxyde de carbone sur des roches. C'est une réaction relativement lente, donc il faut broyer des grosses quantités de roches, avec au final des carbonates qui peuvent se retrouver dans l'océan, ou alors l'injection directe de roches, de certains types de roches dans l'océan, ce qui va induire une augmentation du flux de dioxyde de carbone dans l'océan et donc une diminution des concentrations atmosphériques. Il y a aussi une proposition de fertiliser l'océan et donc d'essayer de favoriser l'export de carbone vers les océans profonds. Donc on a là un certain nombre de techniques qui sont très variées de par leurs échelles, de la petite échelle jusqu'à la très grande échelle, de par leurs impacts, de par leurs risques. Et donc, c'est un petit peu dangereux de vouloir toujours les mettre sous un seul chapeau. Et ça, c'est un des problèmes. Mais de manière générale, on peut dire qu'elles sont relativement longues à agir, de par l'inertie du cycle du carbone. Et puis aussi, elles ont un potentiel qui est limité par des contraintes physiques ou socio-économiques assez fortes. Donc c'est quelque chose qui ne peut s'envisager que dans la durée, avec un potentiel total qui est quand même limité. À l'inverse, les techniques de gestion du rayonnement solaire, elles permettent un refroidissement rapide et substantiel, plusieurs degrés. On pense qu'on peut refroidir peut-être jusqu'à 4-5 degrés sans trop de problèmes, mais elles modifient le climat régional. Donc en aucun cas, elles ne permettent de revenir à un climat, au climat actuel ou au climat pré-industriel en l'an 2050, si on se projette à cette échéance. Et puis, elles sont réversibles, donc ça, c'est leur avantage, mais le désavantage, c'est qu'elles doivent être maintenues en permanence. Et si jamais on les arrête, eh bien, il y a là un risque énorme, puisqu'on a ce rattrapage climatique dont je parlais avant. Et puis, enfin, elles ne résolvent en rien le problème d'acidification des océans. Donc là, je n'ai pas vraiment répondu à la question que je m'étais posée en introduction, mais j'ai quand même donné un certain nombre d'éléments qui vous permettront de vous forger votre propre opinion. Moi, j'ai adopté le point de vue du climatologue, bien sûr, puisque c'est mon rôle, mais il y a un certain nombre d'autres problèmes, en particulier de gouvernance, d'éthique, qui se posent aussi, tout comme pour le changement climatique. En ce sens, ce n'est pas fondamentalement différent et qui mériteraient sans doute un autre exposé. Donc, pour ma part, je pense que ces techniques, elles méritent d'être étudiées. C'est plus important de savoir que de ne pas savoir, à mon sens, mais on peut... Et ça, c'est le message final. Le futur n'est pas écrit, on peut envisager un certain nombre de choses pour le futur, et puis peut-être finalement, ces techniques de géo-ingénierie, elles sont peut-être là pour nous faire peur et nous inciter à aller dans un autre futur, peut-être un futur plus vertueux. Donc voilà, j'en ai terminé.